ouvrir cette première édition de DevOps Rex, quoi de plus normal que de faire appel à un expert renommé, à une pointure du DevOps. Il a conduit la transformation DevOps des équipes produits de Microsoft. Il est le co-auteur du livre Découvrir DevOps. C'est un privilège pour nous de l'accueillir sur cette scène. Mesdames, Messieurs, Samuel Métias. Bonjour à tous. On m'avait jamais fait une introduction aussi élogieuse. Je vous remercie. Quel plaisir de m'accueillir ici au Grand Rex, ce lieu mythique. Alors, j'ai toujours rêvé d'être acteur de cinéma. Bon, finalement, j'ai fait du DevOps. Comme quoi, il y a plein de façons différentes d'avoir son nom sur un écran du Grand Rex. Donc, alors, aujourd'hui, je vais vous parler donc, de l'expérience autour de la société auquel je travaille, donc chez Microsoft. Donc, moi, je m'occupe des offres DevOps et Agile chez Microsoft France. Et je vais vous parler de transformation digitale et de DevOps. Alors pourquoi de transformation digitale et de DevOps? Parce qu'il y a un truc qui est super sympa quand on parle de transformation digitale et de DevOps, c'est que tout le monde en parle, personne ne sait ce que c'est. Donc je vais essayer de faire un petit peu le lien entre les deux, vous expliquer la vision qu'on peut avoir, quelles sont les pratiques qu'on met derrière, et comment on l'a appliqué un petit peu dans les groupes produits Microsoft. Donc, les applications sont clés. Simplement, au-delà de ça, je voulais vous parler des produits et des choses qui sont extrêmement importantes. Dans les études qu'on a pu faire, c'est qu'on voit que faire du DevOps, c'est quand même super rentable. Super rentable dans le sens où, quand on investit 1 euro, on a un retour d'investissement sur 5 ans de près de 529 euros. C'est quand même super intéressant. Et en plus, c'est l'avenir, parce que quand on regarde des clouds publics comme Azure chez Microsoft, les 2/3 des services sont des services qui sont liés aux applications, et donc aux applications dites modernes, et on va voir le lien avec DevOps tout à l'heure. Ce qui est intéressant aussi de dire, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui peut produire de la valeur sans passer par du logiciel. Donc tout le monde devient éditeur de logiciels. Sinon, ils ne deviennent plus rien. Et en plus, ce qui est bien, c'est que la transformation digitale, c'est top of mind, c'est vraiment un truc dont tout le monde parle et dont tous les directeurs, les présidents d'entreprise veulent impulser. Aujourd'hui, il n'y a plus un dirigeant d'entreprise qui va dire « Non, j'ai pas la conviction qu'il faut que je fasse ma transformation numérique ». Bon, après, il faut voir ce qu'ils mettent derrière. Mais c'est quelque chose qui est devenu extrêmement important. Et s'ils ne le font pas, on voit que ça a tendance à disparaître. Quand on regarde un petit peu le Fortune 500 depuis l'an 2000, on se rend compte que une entreprise sur deux n'existait pas il y a 16 ans. 16 ans, c'est l'âge d'un ado. Et si on se projette en 2026, les 3/4 du S&P 500 auront moins de 10 ans, puisqu'on est en 2016. Ce seront des enfants. Donc ça veut dire vraiment qu'on est dans une transformation qui va de plus en plus vite avec des entreprises de plus en plus jeunes. Et dans tout ça, si on a compris que les PDG, les dirigeants d'entreprise impulsaient un petit peu cette transformation digitale, il y a quand même toute une série de directions qui avancent, les directions marketing, communication, qui ont très vite compris que le numérique c'était absolument indispensable, mais de plus en plus les directions métiers aussi qui repensent leur business, qui repensent leur façon de faire des affaires, avec de l'IoT, avec la réactivité des applications. Et au milieu de tout ça, il y a les DSI qui doivent se transformer elles aussi pour passer d'un mode où ils sont de plus en plus en contrôle à un moment où ils vont de plus en plus gouverner le système d'information et de moins en moins forcément le contrôler. Donc, si on veut parler un petit peu de transformation digitale, il y a 3 choses clés. L'expérience client, l'expérience client, l'expérience client. Ce qui est clé aujourd'hui, et c'est ce qui est au cœur aussi d'une démarche agile et DevOps, ça va être qu'est-ce qu'on va mettre comme expérience client demain. À travers ça, évidemment, pour cette expérience, il faut savoir tirer parti des devices, des services, des innovations technologiques. L'innovation est clé, mais c'est d'abord l'expérience client, et c'est une expérience qui est sécurisée, parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est la confiance. Pas de confiance, pas de client. Donc si je devais vous résumer un petit peu ce qu'est la transformation digitale et telle qu'on la voit aujourd'hui chez Microsoft, c'est de remettre le client au centre à travers 2 choses forcément absolument indispensables. C'est pas seulement de prendre des tablettes, des smartphones ou demain des HoloLens et de les mettre entre les mains du client. Ça, c'est pas suffisant parce que si vous prenez les HoloLens, les casques de réalité mixte qu'ont sorti Microsoft, si vous les mettez juste sur les yeux et que vous n'avez rien derrière, vous n'avez pas de service, c'est juste des lunettes très lourdes et très chères. Donc l'objectif, c'est de fournir quelque chose avec. Donc il ne suffit pas de mettre le device entre les mains de l'utilisateur, même si c'est un point d'accès qu'il faut savoir utiliser et dont il faut savoir tirer parti. Il faut fournir le service qui va avec. Et ce service-là, il a 2 caractéristiques absolument indispensables. La première, c'est d'être réactive. Vous voyez les applications sur mobile. Les applications sur mobile, vous regardez l'App Store, une application qui n'est pas mise à jour au bout de 6 mois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sort.
Donc cette capacité à être réactif, à prendre en compte le retour de l'utilisateur, à l'intégrer dans le service de manière extrêmement réactive, ça devient juste indispensable. Sinon, votre application n'existe plus. Et puis, il y a une deuxième chose qu'on attend de ces services, qui devient les services de demain dans cette transformation numérique, c'est d'être personnalisé. Aujourd'hui, quand vous utilisez un service, vous attendez à ce que ce service vous soit adapté. Prenez l'exemple des bots. Si vous écrivez un bot ou si vous parlez à un bot, vous n'attendez pas à ce qu'il vous réponde à votre fils, à votre fille, à votre sœur ou à votre mère. Il vous répond à vous. Donc la personnalisation, la capacité à personnaliser le service pour répondre à vos attentes est absolument clé. Et pour y arriver, il n'y a pas de secret, il faut savoir tirer parti de la data, des données. Vos données personnelles, évidemment, auxquelles vous donnez accès, mais aussi toutes les données du contexte dans lequel vous évoluez. Cette capacité à tirer de la valeur de cet océan de données qui tourne autour des applications et des services, et à fournir cette valeur-là à l'utilisateur à travers des innovations technologiques qui vont être des devices, c'est ça la transformation, en tout cas la vision de la transformation numérique qu'on peut avoir aujourd'hui. Et vous l'avez compris, pour fournir ces services-là et être réactif, on va avoir besoin de méthodologies, de démarches de type agilité DevOps. Donc, la transformation digitale pour nous, c'est fournir des services intelligents. C'est de mettre de l'intelligence et de la valeur au cœur du service de demain. Et c'est d'autant plus indispensable que devenir numérique demain, c'est 1 million de nouveaux devices par heure connectés en 2020. C'est des entreprises qui vont avoir 12 ans d'âge moyen, donc vraiment une entrée dans l'adolescence, et les 2/3 des traitements informatiques, potentiellement dès 2025, vont passer par du cloud public. Donc c'est vraiment une transformation importante. Et donc pour y arriver, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut les bons outils, il faut la bonne plateforme, et il faut les bons services de données pour pouvoir fournir tout ça. Et puis il y a un autre dilemme dans la transformation digitale, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est par où on commence. Est-ce que je commence avec des nouvelles applications ? Même question d'ailleurs, quel que soit en DevOps, en Agile. Est-ce que je fais une nouvelle application en DevOps ou en Agile, ou est-ce que je pars d'applications existantes ? C'est une vraie question, il n'y a pas forcément de bonne réponse. Moi, ce que je constate, c'est que dans transformation digitale, il y a transformation, et que pour transformer, il faut que quelque chose existe. Donc moi, je pense qu'un des meilleurs terreaux pour démontrer la transformation et la réussite, c'est de démontrer sur quelque chose qui existe la différence avec ce qui existe aujourd'hui. Mais il n'y a pas forcément de bonne réponse, ça dépend aussi du contexte. Je vous ai dit ça, je vous introduis un petit peu la façon dont on voit DevOps, et puis ensuite un petit retour d'expérience là-dessus. Alors ce qui est bien avec DevOps, je vous le disais, tout le monde en parle, et tout le monde n'a pas forcément la même définition. Ce qui ne veut pas dire que la définition est forcément fausse, mais souvent on voit le DevOps par le petit bout dans lequel on a notre quotidien, ou sur lequel on a lu de la littérature. C'était pas forcément différent chez Microsoft, et c'est vrai que quand je suis arrivé, qu'on a commencé à parler DevOps, etc., j'allais dans une entité à l'autre de l'entreprise, que ce soit en France ou à la corporation, et chacun avait sa définition différente. Donc une des premières choses qu'on a fait, c'est de mettre autour d'une table, essayer de donner une définition commune, et la définition qu'on a trouvée, nous, entre nous, c'est une démarche de collaboration, parce que la collaboration, c'est indispensable, agile, entre les devs, les ops, facile, c'est le nom, le business, les métiers, parce que si on l'a oublié, on a oublié la moitié de la démarche, et ça sur l'ensemble du cycle de vie du service, du design, c'est-à-dire vraiment du moment où on entend le client, au support en production, c'est-à-dire pendant toute la durée de vie du service. Et pourquoi est-ce qu'une entreprise comme Microsoft aujourd'hui parle du DevOps et peut s'en retrouver sur scène à venir discuter avec vous aujourd'hui ? C'est parce qu'on en fait, je vais vous en parler tout à l'heure, on en fait sans doute aussi bien que d'autres, mais la grande différence qu'on peut avoir, c'est qu'on a dû se transformer, et se transformer, ça veut dire passer de cycle de vie de plusieurs années à aujourd'hui des cycles de vie à la semaine. Donc on passe de l'année à la semaine, ce qui est un ordre de grandeur absolument différent. Et c'est vrai que faire ça, ça a été une transformation sur une entreprise de plus de 100 000 personnes dans le monde, dans des groupes produits avec des milliers d'ingénieurs. Ça ne s'est pas toujours fait facilement, il y a eu des choses qui ont été plus difficiles que d'autres, il y a eu pas mal d'erreurs, mais au final, on est passé de choses comme Vista à du Windows as a Service, une promesse qui était un petit peu hérétique dans le groupe à un certain temps, donc avec un OS qui va se mettre à jour très régulièrement. Donc c'est une vraie révolution en interne pour les ingénieurs, pour les groupes produits dans une entreprise comme Microsoft. Vous avez quelques histoires avec des vidéos super sympas, je vous ai mis le lien, mais je passe assez rapidement. Qu'est-ce qu'on met derrière DevOps ? 3 piliers, qui ne sont pas forcément les piliers que vous retrouvez dans la littérature, puisque quand vous allez sur Internet, vous trouvez beaucoup d'automatisation. Premier pilier pour nous, culture et collaboration. Culture et collaboration, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être en capacité, vraiment, de créer de la confiance. Et la confiance, tout le monde le sait, facile à perdre, difficile à construire. Donc la première étape, c'est réussir à créer de la confiance, c'est faire en sorte que les choses fonctionnent.
Parce que si vous cherchez à automatiser quelque chose qui ne fonctionne pas, je le dis souvent, ça ne fonctionnera pas mieux de manière automatique. Donc il faut d'abord commencer par réussir à faire fonctionner les choses. Après, quand vous automatisez, et c'est vrai que dans DevOps, l'automatisation est super important, c'est quelque chose de clé pour accélérer, bah oui, ça permet de pérenniser cette confiance, ça permet de pérenniser ce fonctionnement. Et quand on a fait ça, bah on peut tendre vers le continuous delivery. Et pour nous, la distinction est claire entre DevOps et continuous delivery. C'est quoi le continuous delivery? Je vous donne un exemple que je donne souvent, mais qui est extrêmement parlant, sur le continuous delivery chez Microsoft aujourd'hui. Vous regardez Office, normalement tout le monde connaît Office, vous devez connaître Office 365, la version online. Dans Office 365 PowerPoint Online, vous avez un bouton, qui est le bouton diaporama, vous avez a priori tous utilisé au moins une fois dans votre vie. À ce bouton-là, derrière, il y a une équipe produit, une feature crew, qui est derrière, qui met à jour. Quand ce bouton est mis à jour, par l'équipe, par les développeurs, par les études, c'est compilé, c'est construit, c'est testé de manière complètement automatique sans aucune intervention humaine. Si les tests passent, c'est déployé, d'abord sur le data center du groupe produit, puis petit à petit sur différents data centers, petit à petit sur les utilisateurs insiders qu'on a chez nous. C'est complètement déployé et ça arrive sur votre écran. Vous cliquez, vous avez la dernière version qui a été chargée automatiquement. Là, pas de chance, ça plante. Alors ça plante jamais chez Microsoft. Là, pas de chance, ça plante. Bah, vous ne le voyez pas, ça va recharger automatiquement la version précédente, ça va vous l'exécuter, ça va récupérer les informations de plantage, ça va stopper le déploiement sur le data center sur lequel vous êtes, ça va renvoyer le tout à l'équipe produit qui va corriger, éventuellement mettre à jour la procédure automatique de test, relancer, faire la correction, relancer les tests, redéployer, ça revient, ça fonctionne, ça relance le déploiement sur les autres data centers. Et ça, là, il y a zéro intervention humaine. Ça, c'est le continuous delivery tel que c'est pratiqué aujourd'hui. Est-ce qu'on a besoin de ça aujourd'hui dans tous les contextes et dans toutes les entreprises? Pas forcément. Par contre, dans ce que je viens de vous décrire, et dans la démarche DevOps qui est mise derrière, il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut réutiliser et qu'on peut appliquer aujourd'hui avec nos partenaires, chez nos clients, pour essayer d'évoluer vers ce type de démarche. Ce n'est pas forcément le Graal à atteindre, mais il y a des choses à faire certainement pour s'améliorer. Il y a des scénarios types qui pour nous sont des no-brainers, c'est vraiment des choses sur lesquelles le DevOps s'applique de manière absolument naturelle et ne pas le faire, j'allais dire ce serait un crime. Tout ce qui est autour de la mobilité, le cloud évidemment, tirer parti du cloud, aujourd'hui on peut faire du cloud, notamment du IaaS, sans faire du DevOps du tout. Par contre, si vous tirez parti de l'agilité d'un cloud, ne pas faire du DevOps, ce serait illogique. Tout ce qui va être application moderne, multiplateforme, multi-OS, etc. Et puis évidemment, dès qu'on cherche à être plus agile et aller vers l'agilité, on va vers des démarches de type DevOps absolument de manière naturelle. Aller vers des démarches de type DevOps, qu'est-ce que c'est? C'est avoir un minimum d'agilité dans ses opérations, passer d'une mise en production par an à une mise en production par minute, ça risque de changer un certain nombre de choses. De la même manière et en parallèle, c'est avoir un minimum d'agilité dans ses développements. Si on sort une fonctionnalité tous les ans, bah, ça ne sert à rien d'avoir une mise en production toutes les minutes. Ce qui veut dire qu'il faut trouver un rythme en commun. Donc être en DevOps, c'est commencer par trouver ce rythme en commun et travailler ensemble. Et d'ailleurs, c'est quoi le bon rythme? Est-ce que c'est la minute, l'heure, la semaine, l'année, le mois? Bah, la bonne fréquence, le bon rythme, c'est celui du business. Donc c'est DevOps pour business. C'est celui qui est adapté à vos clients, à votre métier, à votre marché. Et quand vous avez fait ça, bah, effectivement, les démarches DevOps deviennent absolument stratégiques pour une entreprise parce que c'est ce qui vous permet d'être réactif. Quand un produit sort par la concurrence avec une fonctionnalité, bah, vous êtes capable d'y répondre rapidement, voire encore mieux, vous pouvez répondre en sortant, vous, des fonctionnalités qui sont disruptives par rapport à vos concurrents et gagner des parts de marché. Donc cette capacité à réagir, à fournir les services logiciels pour vos clients, c'est ça qui est absolument clé et stratégique à travers les démarches DevOps. Je vais vite, parce que j'ai plus beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on met comme pratique derrière? Tout ce qui va être les pratiques évidemment autour des méthodologies agiles, des constructions de logiciels, tout ce qui va être la mise en production évidemment, si ça veut bien, qu'on va chercher à automatiser le plus possible. Si en production, ça veut dire qu'on a des environnements anté-prod avant la mise en production. Donc on gère tout ce qui va être donné, d'abord provisionnement des environnements, que ce soit on-premise, dans le cloud, peu importe, mais il va falloir gérer ces environnements pour qu'ils soient au plus proche de la production. Il va falloir gérer les données qui sont de plus en plus clés, les données personnelles, quelles données je donne accès en dehors de ma production pour m'assurer que tout fonctionne, comment je gère ces données. Si j'ai des environnements anté-prod, je fais des tests. Je vous donne juste une illustration parce que tout ça a l'air très classique, mais c'est quoi des tests en DevOps? Ça veut dire avoir une stratégie commune. C'est-à-dire que c'est peut-être pas les Ops qui vont faire le maximum de tests, peut-être que ça va être les devs ou une équipe qualité qui va faire les tests. Par contre, la stratégie de test qui dit voilà les tests attendus, voilà ceux qui sont automatisés, qui ne le sont pas, voilà les niveaux de résultats attendus, ça c'est une stratégie globale où tout le monde est d'accord. Et c'est ce qu'on appelle une clé de confiance, c'est ce qui va permettre de donner de la confiance. Évidemment, ma production, si elle connaît les tests, qu'elle les a validés, qu'elle sait sur quoi on va arriver
et les niveaux de test qu'on attend, et qu'elle le valide, si ça arrive en prod de manière complètement automatique et que tout est vert, elle se sent plus en confiance pour mettre en production plus rapidement. Donc ça crée de la confiance. De la même manière que provisionner les bons environnements pour faire du développement, pour faire des tests avant la production aux développeurs en quelques heures et pas en quelques mois, c'est une clé de confiance aussi pour me dire ce qui fonctionne sur mon poste, ça fonctionne en production. Donc parmi ces pratiques, il y en a certaines qui sont plus importantes que d'autres de notre point de vue, puisqu'elles génèrent de la confiance de manière plus rapide. Vous avez évidemment l'implication du métier, on a dit que c'est DevOps for Business, donc si on ne les implique pas, et si on ne les applique pas d'une seule voix, on n'y arrive pas. Vous avez tout ce qui va être les métriques c'est clé, parce que encore plus en DevOps, c'est ce qui est factuel, c'est ce qui permet de fournir du feedback de manière continue. Tout ce qui va être infrastructure as code, évidemment, toute la stratégie vers le cloud, on peut faire du DevOps sans cloud, mais c'est vrai qu'on en tire parti beaucoup mieux. La sécurité, je vous l'ai dit, la confiance, c'est pas parce qu'on va plus grand, plus vite qu'on le fait de manière moins sécurisée. Toutes les pratiques autour d'ITIL qui vont être impactées dans les productions, et puis l'organisation des équipes, ce sont de vraies questions. Tout ça, derrière seulement, on plug la technologie. Je dis ça, c'est important, peut-être que c'est même surprenant pour un éditeur comme Microsoft, mais c'est d'abord la pratique avant les solutions. On n'achète pas un outil pour mettre en pratique, sinon on est piloté par l'outil, et ça ne supporte pas la façon de faire dont vous avez besoin. C'est d'abord quelle façon, comment vous créez de la confiance, quelles sont les pratiques que vous mettez en œuvre et comment vous les mettez en œuvre, et les outils sont là pour vous apporter de la valeur, pas pour vous piloter. Et tout type d'outils, d'ailleurs, très ouvert sur Microsoft. L'idée étant derrière, la vision Microsoft derrière, c'est de vous dire vraiment, concentrez-vous sur ce qui apporte de la valeur pour vos clients, c'est vos applications. Tout le reste derrière, ça peut être supporté par des fournisseurs. Mais ce qui apporte de la valeur, c'est l'application, et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer, et c'est ça qui change tout. En termes d'expérience maintenant, je vais vous donner en exemple le groupe produit Visual Studio. Alors pourquoi le groupe produit Visual Studio et comment est-ce que le groupe produit s'est transformé? Parce que c'est le premier à l'avoir fait parmi tous les groupes produits de Microsoft et qui sert un peu de porte-étendard aux autres. Et ensuite, parce que c'est là-dessus qu'on a aussi rencontré les premiers écueils et les premières difficultés et qu'on a dû les surmonter. Et ça a servi d'expérience aussi pour l'ensemble du groupe. Visual Studio, si vous ne connaissez pas, c'est pas un produit, c'est une famille aujourd'hui. Vous avez Visual Studio sur Windows, IDE que tout le monde connaît. Vous avez depuis peu, si vous n'avez pas entendu parler, Visual Studio sur Mac. Vous avez évidemment Visual Studio Code qui est multiplateforme, Linux, etc. Vous avez aussi, et c'est surtout ce produit-là qui va nous intéresser aujourd'hui, Visual Studio Team Services et Team Foundation Server, qui sont les outils de collaboration de la suite qui existent online ou installables sur serveur. Comment ce groupe s'est transformé? Avec des principes généraux qui sont, on a une organisation, des rôles, des équipes, etc. Et il y en a certains sur lesquels on va donner de l'autonomie, et puis sur d'autres sur lesquels on va être complètement aligné. L'idée, c'est qu'une démarche agile et DevOps, ça fournit de l'autonomie aux équipes et ça vous permet de vous responsabiliser. Ils se sont beaucoup inspirés du livre de Daniel Pink, Drive, et c'est vraiment le principe fondateur qui va régir un petit peu la totalité de la mise en pratique du groupe produit. Je vais aller pratique par pratique. Une des premières choses à comprendre, c'est que comment est-ce qu'ils décrivent aujourd'hui les besoins métiers et donc l'évolution du produit. Il y a plusieurs niveaux, qui va du multi-release, donc là c'est les grands patrons qui vont avoir une vision globale, et la vision c'est important, en agile, en DevOps, c'est pas parce que vous allez vite et par petits pas que vous n'avez pas de vision, il faut avoir une vision, mais cette vision-là, elle s'adapte au fur et à mesure. Vous avez ce qu'ils appellent des scénarios, vraiment orientés utilisateurs, donc c'est vraiment une vision à 18 mois, et puis on va aller vers quelle est l'expérience de cet utilisateur, c'est ce qu'ils vont appeler des MMF, des Minimum Marketable Features. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme fonctionnalité globalement qu'on peut marketer auprès d'un utilisateur la plus fine possible. Et ça, c'est une vision à 6 mois. C'est-à-dire que voilà, c'est une fonctionnalité qu'on veut avoir dans les 6 mois. Et là-dessus, il y a une complète autonomie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a dit voilà l'expérience utilisateur, les équipes sont autonomes pour définir c'est quoi la fonctionnalité minimum marketable. Qui vont définir ensuite en user story qui sont les fonctionnalités, et puis les user stories vont être déclinées en tâches et en tests. Une user story ne devant pas, dans le groupe produit, dépasser 3 itérations, et les tâches, évidemment, sont sur une itération, donc sur 3 semaines. Et donc, il y a un alignement multi-équipe sur les niveaux scénarios, et l'autonomie sur le reste. On va voir aussi qu'il y a un grand principe qui est introduit dans le groupe dès le départ, ça a été la conversation directe avec le management. À partir du moment où il y a une autonomie, alors on est capable de discuter directement avec les chaînes hiérarchiques. Et donc les équipes n'ont pas de problème à avoir une communication horizontale et verticale,
et très rapidement a été mise en place cette capacité à aller voir rapidement le management pour pouvoir prendre une décision. Voilà, on y va en direct, on ne passe pas par des intermédiaires. Quelques éléments aussi sur les itérations. C'est une itération assez atypique qui a été mise en place dans ce groupe produit, puisque c'est des itérations de 3 semaines, je vous le disais, mais en fait c'est 3+1. C'est-à-dire que c'est des itérations de 3 semaines, avec une dernière semaine qui va être consacrée à la mise en production. Sauf que pendant la dernière semaine qui est consacrée à la mise en production de l'itération 0, bah on démarre l'itération 1, l'itération suivante en parallèle. Et donc, on a vraiment une implication complète de l'ensemble des parties prenantes jusqu'aux ops pendant la semaine 4, même s'ils sont impliqués de manière moins forte auparavant. Il y a aussi un cas particulier dans ce produit-là, c'est que le produit en ligne et le produit installable sur serveur partagent le même code source. Ils partagent le même code source. Ce qui veut dire que quand une mise à jour est faite sur la version online, bah vous allez la retrouver dans la version du serveur dans les mois après. En gros, toutes les 3 semaines, vous avez des mises à jour majeures sur Visual Studio Team Services, et tous les 3 mois, dans la mise à jour de Team Foundation Server, vous allez retrouver les mêmes avancées. Tout ça parce que le code est partagé. Ce qui fait que la gestion de branche est un peu différente, puisqu'on va avoir une gestion de branche où on va pousser des correctifs jusqu'à toutes les secondes, mais des fonctionnalités toutes les 3 semaines, et ces correctifs vont donner lieu à des patchs et les nouvelles fonctionnalités à des intégrations dans une branche plus long terme, qui est celle de la version on-premise. La gestion, je vous le disais, des livraisons est complètement automatisée. Ça veut dire qu'on utilise les produits maison, mais ça va être déployé par Ring. Aujourd'hui, on aime beaucoup les déploiements par Ring chez Microsoft, donc par cercle. Ce qui veut dire que ça va être déployé sur les data centers d'abord du groupe. Donc c'est déployé puisque la particularité de Visual Studio, et notamment de Team Services, c'est que c'est d'abord utilisé par le groupe produit lui-même, par les ingénieurs de Microsoft, plus de 6500 ingénieurs qui l'utilisent au quotidien, et ensuite par les clients. Et c'est les mêmes versions du produit. Donc c'est d'abord déployé sur le groupe produit. Si tout va bien, c'est déployé en interne. Si tout va bien, c'est déployé au fur et à mesure sur les data centers des clients. Et d'ailleurs, sur chaque data center, prioritairement aux utilisateurs qui ont décidé d'être des insiders par rapport aux autres. Et donc ça, c'est automatique. Et si tout se passe bien sur chacun des data centers, bah, c'est déployé automatiquement, sans aucune intervention humaine sur les autres. Et je vous le disais, s'il y a le moindre problème, bah, ensuite, là, ça bloque le déploiement et ça doit être corrigé. Il y a même une procédure de rollback qui existe. La procédure de rollback, elle n'a jamais été utilisée sauf une fois depuis que le produit existe, et c'était sur le data center du groupe produit. Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu il n'y a jamais eu de bug suffisamment important pour qu'on se fasse un rollback. On n'aime pas les rollbacks évidemment puisqu'on perd les données, mais en général les correctifs sont détectés rapidement et corrigés rapidement, et ça en mode complètement DevOps. La stratégie de test aussi. Donc au-delà des grands principes, c'est une stratégie de test qui a été complètement automatisée, avec des tests qui sont faits à différents moments, avec un maximum d'automatisation. Et donc, pour une MMF, les données chiffrées, donc pour une minimum marketable feature avant qu'elle passe dans le produit, les tests techniques durent moins de 5 secondes, les 4 tests sont déroulés sur ces MMF en moins de 5 secondes chacun, les tests fonctionnels durent 5 minutes, parce que là on commence à avoir un tout petit peu de manuel, et puis ce qu'on appelle des tests en prod, donc on fait des vrais tests en prod sur le data center, où là ça peut durer jusqu'à une demi-heure. Donc vous voyez différents niveaux de test, et ces niveaux de test sont partagés par l'ensemble du groupe produit, des responsables utilisateurs, en passant par les ops. Comment du coup est gérée la dette technique? L'idée c'était de passer d'un mode où on avait une dette technique qui augmentait, qu'on réduisait donc en cycle en V, à une dette technique en mode agile. C'est-à-dire que dans chaque itération, on réduit la dette technique. Le fait est que dans la réalité, au fur et à mesure des itérations, la dette elle augmente quand même. Et donc on a, et je trouvais ça intéressant de le dire, des itérations dédiées à ce qu'on appelle de la stabilisation en interne. Donc c'est des itérations dédiées à réduire la dette technique et donc à faire du debugging. Et ça arrive à peu près toutes les 6 itérations en moyenne. Les mises en production. Alors les mises en production, c'est intéressant parce que comme on est sur un produit online d'abord, on a ce qu'on a appelé des feature flags. Donc ça veut dire qu'on introduit du code avec la nouvelle fonctionnalité, mais on ne l'active pas. Et quand on estime qu'on est prêt, à ce moment-là, on le passe en on, et quand ça passe en on, à ce moment-là, le code est activé, il est testé en production, l'ancien code est encore là, et quand tout se passe bien,
et qu'on a détecté que tout était OK, à ce moment-là, on supprime l'ancien code et ça devient le chemin par défaut. Donc il y a vraiment une introduction par étapes. Tout cela est suivi avec beaucoup de précision. Beaucoup de précision avec des dashboards très détaillés, mais surtout, chaque connecteur logique peut être activé, désactivé pour chaque utilisateur, groupe utilisateur, etc. Donc ça veut dire qu'on peut vraiment suivre avec beaucoup de précision l'ensemble de l'activité et du groupe produit et des utilisateurs pour pouvoir détecter la moindre défaillance et en comprendre le principe très rapidement. Tout ça est suivi au quotidien. Je vous montre là un tableau réel de suivi d'équipe sur ce genre de suivi. Et donc tout est suivi, la vélocité, les capacités d'ingénierie, l'utilisation et la santé du site en live. Et ça, pour l'anecdote, hein, quand vous allez dans le building du groupe produit Visual Studio, c'est des écrans qui affichent en permanence ces rapports pour tout le monde. Donc un visiteur qui est accrédité rentre, voit ce genre de dashboard. Tout ça pour suivre de manière très précise tout ce que fait l'utilisateur, hein, donc que ce soit le support avec les fameux smileys que vous avez vu produire, etc., que ce soit les marketing et les commerciaux qui vont remonter de l'information au groupe produit et que vous allez voir de plus en plus d'ailleurs des programmes managers sur les événements qui viennent partager. Vous avez tout ce qui est A/B testing, test utilisateur pour vérifier les comportements, ça c'est très utilisé dans ce groupe produit. Tout ce qui est plateforme et vote en ligne, sur les plateformes de vote en ligne, vous avez les programmes managers qui répondent directement aux utilisateurs et qui choisissent leurs priorités aussi grâce à ces échanges, et c'est très utilisé. Et puis bien sûr, tout ce qui va être maintenance qui est suivi avec tous les crash tests quand ça existe, que vous pouvez renvoyer directement et qui sont très utilisés. J'ai presque fini sur l'organisation des équipes. C'est une organisation qui a évolué. Donc on était avec des choses très hiérarchisées, avec des programmes managers, des développeurs, la qualité, etc. Et ça a été rendu complètement transverse avec la fusion de tout ce qui était engineering, les programmes managers, l'introduction dans la picture des ops dans le mode projet, et puisque vous avez les DS sur le côté, les data scientists qui vont être en capacité de récupérer de l'information à partir des données. Et c'est ces gens-là qui sont introduits dans ce qu'on appelle la feature team, donc avec un programme manager, avec des ingénieurs, les data scientists et les opérations qui vont leur être attachés. Et le mode de fonctionnement, ce n'est pas celui qu'on peut connaître chez Amazon avec le rattachement direct de quelqu'un des ops dans l'équipe. C'est plus un mode hub. Vous avez quelqu'un qui vous est rattaché chez les opérations, qui est votre interlocuteur privilégié et qui va suivre au quotidien avec vous le projet, mais qui reste rattaché à sa hiérarchie. Et d'ailleurs, il peut être le point de contact de plusieurs équipes projet. J'ai un peu débordé, donc je vais vite. Le rôle des ops en DevOps chez nous, donc je vous le disais, c'est vraiment le point de contact, et ils ont un rôle qui est complètement différent. C'est plus eux qui valident les mises en production, ils n'ont plus ce rôle-là, ils ont vraiment un rôle de garant du fonctionnement du produit, et donc ils ont un rôle d'analyse qui est beaucoup plus poussé, avec vraiment une capacité à fournir de l'information proactivement de manière très rapide. Et donc c'est quelque chose qui va complètement changer la culture, avec vraiment le fait d'anticiper, d'avoir le service en ligne en permanence et de se concentrer ce qu'on appelle embrace the red, donc vraiment sur ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème s'il y a un problème, il n'y a que des solutions et on va les corriger rapidement, et d'ailleurs on va les anticiper et les analyser ensemble. Donc c'est un vrai travail collaboratif qui s'est fait, qui a complètement changé les relations entre les ingénieurs et les ops dans ce groupe produit. Voilà, j'ai terminé. J'espère que ça a été intéressant. Et je vais prendre des questions s'il y en a, je crois. Bon, merci pour cette jolie présentation. On a déjà reçu plein de questions sur notre outil, l'outil Slido. Donc, merci à toutes et à tous pour ça. Première question. Comment et quand le management est intervenu pour soutenir la démarche? Alors le management est intervenu dès le départ en fait, c'est-à-dire qu'il y a une double pression entre guillemets top-down et bottom-up, c'est-à-dire qu'il a fallu très tôt que le groupe produit décide d'y aller, et là ça a été une vraie décision vraiment des grands chefs du groupe produit, d'ailleurs des grands chefs qui n'hésitent pas à aller voir les clients, à venir sur des événements de plus en plus, donc les stratégistes, ce qu'on appelle les corporate vice-présidents chez nous, qui dirigent ce groupe produit, et en même temps les ingénieurs avec une autonomie qui ont apporté vraiment une impulsion sur la mise en place, et c'est pour ça aussi que cette autonomie elle a été très facile à mettre en œuvre, dans le sens où on a senti qu'il y avait de la confiance, on pouvait leur faire confiance, ils ont été demandeurs, et il y a eu cette double décision entre guillemets. Excellent, merci. Alors pour les questions qui restent, en fait, je pense que vous êtes dispo pendant la journée. Voilà, donc si vous avez les moindres questions, vous pouvez lui demander sur Twitter, ou je
j'imagine, un autre médium qui est dispo. Merci encore à vous, j'ai plus de questions en ce moment. Merci, merci à tous. Merci Samuel pour ce retour très complet. C'est toujours agréable quand une entreprise joue le jeu de la transparence. Donc merci beaucoup pour ça.